Bonjour Hector Zogo. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour également à nos téléspectateurs, à nos auditeurs et à tous nos internautes qui nous suivent en direct. Roland Laurent Toninkes, bonjour. Carole Lolaye, bonjour. Huguette Ozogo, bonjour. Amis auditeurs de la 102.3 FM, bonjour. Téléspectateurs et internautes, bonjour. C'est parti, nous retrouvons le paraclet pour démarrer les discussions ou les analyses sur ce plateau. Attaque tous azimuts entre alliés de la rupture, les signes précurseurs de la rébellion au sein des partis de la mouvance. Huguette Zogo. Je vais commencer par dire que la rébellion n'est pas une bonne chose. La rébellion n'est pas du tout une bonne chose. Et quand on parle de signes précurseurs de la rébellion au sein des partis de la mouvance, je me dis qu'il y a peut-être de malaise. Alors, à quel niveau se situeraient les malaises? Je vais commencer par m'intéresser à ces acteurs-là qui se retrouvent dans la posture de rebelles, pour dire qu'on ne va pas dans un parti politique parce que l'on a juste entendu que c'est soit le meilleur parti du pays ou soit parce qu'on a un ami au sein du parti. On y va parce qu'on porte une conviction, on porte un projet, on nourrit un rêve pour son pays et à travers l'idéologie qui se développe au niveau du parti, on a la ferme conviction qu'effectivement, en s'y retrouvant, on a la possibilité de partager son point de vue, on a la possibilité de se mettre ensemble avec d'autres acteurs pour construire quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose de bien pour son pays. Quand je finis de le dire, je vais donc m'intéresser à tout ce que nous avons comme parti politique aujourd'hui au sein de la mouvance présidentielle, puisque c'est d'eux qu'il s'agit. On a par exemple l'Union progressiste Le Renouveau, qui se retrouve d'ailleurs être la plus grande formation politique du pays à la date d'aujourd'hui, au regard du contexte selon lequel ils ont plus de députés à l'Assemblée nationale, ils ont plus de maires installés sur le territoire national. À leur suite, on a bien évidemment le bloc républicain, qui est conduit par le ministre d'État Abdoulaye Biokane. On a Renaissance nationale, qui est conduit par la seule femme présidente de parti aujourd'hui dans notre pays. Je veux parler de Madame Claudie Lafiavé-Prudencio, ministre conseiller à la Santé. On a Moël Bénin, qui est également conduit par un ministre conseiller. Je vais parler de Jacques Ayagui. Donc, quand je me limite, ne serait-ce qu'à ces 4 formations politiques qui se retrouvent être de la mouvance présidentielle, la première question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des rebelles? À quel niveau les rebelles se situent? Et quelle est la raison fondamentale pour laquelle il devrait y avoir rébellion? Et pourquoi c'est maintenant que cette rébellion-là s'affiche? On ne peut pas se retrouver pratiquement à la veille de grandes échéances comme les élections générales de 2026 et certaines personnes vont vouloir démontrer qu'en leur sein, donc au sein de leur parti politique, qu'il y a malaise. S'il y avait malaise, il fallait en parler un peu plus tôt. Et au sein d'un parti politique, certes, on me dira qu'il y a les intérêts personnels. Mais au-delà des intérêts personnels, il y a ce qu'on appelle l'idéologie. Il y a ce qu'on appelle l'amour de la patrie. Parce que tous les acteurs politiques, en réalité, sont appelés à servir la République. On ne sert pas la République en se servant soi-même. Donc, quand vous prenez du recul, vous vous rendez compte que la plupart de ceux-là qui parlent de rébellion ou ceux-là qui se rebellent, c'est sans doute parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'occuper un poste de responsabilité politique. C'est sans doute parce qu'à un moment donné, ils ont demandé
certains avantages, pensant que c'est des avantages de droit ou c'est un privilège pour eux, parce qu'ils sont membres de la mouvance présidentielle, d'obtenir telle ou telle autre chose. Et finalement, on se rend compte que parce qu'on ne leur a pas accordé, ils prennent la décision de tempêter. Ça, c'est pour ce qui concerne les militants. Maintenant, une autre raison qui pourrait justifier ce genre d'attitude, c'est peut-être parce qu'au niveau de nos partis politiques, ceux de la mouvance, bien évidemment, puisque l'organe de presse s'intéresse à ces partis de la mouvance politique, c'est peut-être aussi parce que les dirigeants ne se retrouvent pas à créer l'environnement propice. Moi, j'ai eu la chance d'écouter le professeur Joseph Yogbenou, président de l'Union progressiste Le Renouveau, jeudi dernier, au cours de cette conférence qu'il a animée à l'Institut des artisans de justice et de paix, qui porte sur l'inclusion, la bonne gouvernance, qui est un impératif. Et je me suis rendu compte à travers ces propos qu'effectivement, au sein d'un parti politique, il peut y avoir des difficultés. Parce que partout où il y a des humains, il y a des incompréhensions. Mais les incompréhensions ne doivent pas nous pousser à pouvoir mettre de côté ce pourquoi nous sommes ensemble. Donc pour moi, tout ce qu'il y a comme incompréhension, soit vous partagez le mode de gouvernance de votre parti politique, et si vous le partagez, vous restez, vous apportez votre contribution. Si vous n'êtes pas d'accord, les partis politiques sont par excellence les creusets de réflexion. Si vous n'êtes pas d'accord avec une idée, vous partagez votre point de vue, vous l'exprimez clairement. Vous ne restez pas dans les couloirs pour plus tard faire savoir que, au sein de votre parti, par exemple, qu'il n'y a pas débat autour des questions d'intérêt national. Parce que pour moi, c'est un faux fuyant. Pour la plupart du temps, c'est ce qu'on entend dire. Et ces personnes qui prennent la parole, malheureusement, ne prennent pas la parole de façon officielle. C'est toujours des suspicions. J'ai ouï dire, on a ouï entendre. Et donc, pour moi, il faut qu'on surpasse ces étapes-là. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une réforme qui a été entamée, la réforme du système partisan. Certains me diront que c'est une réforme échec. Je dirais peut-être qu'ils ont raison. Mais on peut quand même mettre de bémol. Regardez aujourd'hui l'environnement politique de notre pays. Il y a quelques années en arrière, à 1 an des élections présidentielles, on a du mal à retrouver les cadres au niveau de l'administration. Mais aujourd'hui, c'est heureux que même un vendredi soir, quand vous vous rendez dans l'administration publique, que vous ayez des cadres compétents en poste. Ça voudrait dire que cette réforme-là a pu corriger tant soit peu quelque chose au niveau de la présence des cadres au sein de l'administration. Et donc pour moi, pour me résumer, je dirais simplement que effectivement, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des sujets sur lesquels des acteurs partageant diverses analyses sur des sujets précis peuvent ne pas être d'accord. Mais ça ne justifie pas qu'on se mette dans une posture de rébellion. Ça ne le justifie pas parce que normalement au sein d'un parti politique, il y a ce qu'on appelle l'école du parti. Et l'école du parti vous aide à apprendre ce qu'on appelle le militantisme politique. L'école du parti vous aide à apprendre ce qu'on appelle la citoyenneté. L'école du parti vous amène à comprendre ce qu'on appelle l'engagement citoyen. Tout ça, c'est des valeurs sur lesquelles les différents acteurs d'aujourd'hui qui militent au sein de ces partis seront jugés parce qu'ils seront demain ceux à qui nous allons confier plus de responsabilités au sein de la République. Alors, si on vous confie des postes de responsabilité ou si vous vous retrouvez juste dans l'environnement et que la première démarche qui vous gouverne soit toujours une démarche de rébellion, le jour où on vous confiera toute la nation,
quelle attitude vous allez adopter. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a malaise ou ce n'est pas parce qu'il y a incompréhension que tout de suite, l'arme dont vous deviez vous servir, parce qu'on se retrouve pratiquement à quelques mois des élections présidentielles, des élections législatives et des élections communales, que vous puissiez commencer par tempêter à tout vent. Attaque tous azimuts entre alliés de la rupture, les signes précurseurs de la rébellion au sein des partis de la mouvance. Je crois qu'on ne devait pas être surpris. Nous sommes à la fin d'un régime et les fins de régime sont souvent assez tumultueuses parce que les acteurs politiques parfois ont envie soit de se repositionner ou soit carrément de se désolidariser de ce qui a été fait jusque-là. Et donc, quand on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs depuis ce week-end, on est en droit de se poser véritablement la question de savoir si c'est les signes précurseurs de la rébellion au sein des partis de la mouvance. Et on peut être tenté de dire oui. Pourquoi? Parce que, vous savez, celui qui a pris la parole, c'est Maître Joseph Diogbenou, l'homme des réformes, l'homme qui a porté le chapeau, la casquette du réformateur avec Patrice Talon, et qui, peu ou prou, doit pouvoir accepter le passif qui est le sien. Et donc, de ce point de vue, dès lors que vous avez un passif tel que nous l'avons connu en tant que président de la Cour constitutionnelle, ministre garde des Sceaux également, vous devez accepter ça. Et donc, il est venu au devant de la scène, sur invitation du clergé, pour en tout cas donner une conférence. Il a tenté de s'expliquer, sauf que peut-être beaucoup de personnes n'ont pas été satisfaites de ces explications, de ces arguments développés. Et donc, dans la même veine, on voit alors que quelqu'un d'un parti, pas des moindres de la mouvance, prend la parole pour le désavouer en disant qui trop s'excuse, s'accuse. Cela revient alors à poser la question de savoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, celui qu'on voit en face qui parle de Maître Diogbenou, c'est Bertin Kovi qui se réclame du parti Bloc républicain. J'ai pu lire hier dans les démonstrations des uns des autres pour désavouer Bertin Kovi, qu'on me dise aujourd'hui, ou bien dimanche 13 avril 2025, que Bertin Kovi n'est pas membre du parti BR et qu'il est sympathisant, et qu'avec tous les qualificatifs qu'on lui envoie, mais le même Bertin Kovi, à un moment donné, s'en est pris à l'opposition, à d'autres acteurs de la société civile et autres. Et ça a été applaudi par les gens de la mouvance. Et donc, dès lors que le même type, en tout cas le même personnage qui s'en est pris à d'autres acteurs, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition à un moment donné, on a applaudi ça. Aujourd'hui, on doit pouvoir alors commencer par se poser la question au sein de la mouvance pour dire, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Je crois que fondamentalement, aujourd'hui, ce qu'on est en droit de se demander, c'est que, alors, si ça commence comme ça, avec un militant du BR, est-ce qu'au fond, au sein du parti l'UP Le Renouveau, dont Joseph Diogbenou, est-ce qu'il fait également l'unanimité? Il y a des gens là, peut-être, qui ne réagissent pas. Mais quand vous les voyez hors caméra, micro, on connaît ce que chacun dit. Hein. Les acteurs, on les connaît, nous les côtoyons au quotidien. Mais on les écoute hors caméra, hors micro. Et ils parlent. Est-ce que Joseph Diogbenou aujourd'hui fait l'unanimité aussi au sein de son parti, de ce parti dont il est le président? Donc ça doit pouvoir alors amener Maître Joseph Diogbenou à se poser des questions et dire alors que faut-il faire? Je pense que le plus important, ce n'est pas de s'en prendre à Bertin Kovi et de le traiter de tous les noms comme je le vois. Moi, je pense véritablement que les acteurs de la mouvance doivent maintenant faire un travail de remise en cause. Où avons-nous échoué? Où avons-nous déçu les Béninois? Où avons-nous déçu les acteurs politiques? Et que pouvons-nous faire alors pour corriger le tir? C'est le véritable problème, en tout cas la véritable préoccupation qui devrait intéresser les acteurs de la mouvance. Et si on arrive à se poser ces questions, et si on arrive à trouver des solutions, des réponses à ces questions, je crois que ça va contribuer à corriger peu ou prou ce qu'on reproche à Maître Joseph Diogbenou en termes de passif. Parce que, qu'on le veuille ou non, on lui attribue un certain nombre de choses. Il a essayé de se dédouaner, mais pour autant, est-ce que le Béninois de Tukutuna, de Maningri, de Préqueter est convaincu? Est-ce que le Béninois de Pé, dans la commune de Panron, est convaincu? Est-ce que le Béninois de Miserete, d'Adjon Avankou est convaincu? Parce qu'il a dit, parce qu'à un moment donné, le Béninois d'Avankou, d'Adjara, d'Alada Togudo, je ne sais pas, de Renvi, de Rwebo,
a voulu aller voter pour son candidat pour les élections de 2019 et n'a pas eu la possibilité de faire un choix. Et donc, ce passif-là, on lui attribue ça, à tort ou à raison. Que faut-il faire aujourd'hui pour rassurer les Béninois? Moi, je pense que ça ne doit plus être un rendez-vous de vouloir convaincre les Béninois de justifier. Je pense que nous avons une échéance en 2026. En 2026, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que le dernier Béninois, dans le dernier bastion du Bénin, se sente concerné par les élections de 2026 et sorte? Si on fait ça, je crois que ça va contribuer à faire oublier ce qui s'était passé. Maintenant, si on veut se justifier sans pouvoir rassurer, je crois que ce serait peine perdue. Et c'est pour ça qu'au sein de la mouvance, certains, vous savez, quand on parle de réforme, ce n'est pas que les acteurs, les Béninois qui souffrent, en fait, les Béninois qui ne sont pas de la mouvance, qui ont souffert des réformes. Hein. En réalité, même au sein de la mouvance présidentielle, des gens qui militent au sein de ces formations politiques, beaucoup parmi eux, ont été victimes des réformes, ont été victimes d'un certain nombre de choses. Quand je prends les positionnements, il y a des gens dans l'UP Le Renouveau qui vont reprocher des choses à Joseph Djegbénou, qui hier peut-être ont reproché des choses à Bruno Amoussou. Et de ce fait, je crois véritablement que l'heure doit être, doit être à la réflexion. Que pouvons-nous faire pour rassurer les militants d'abord de notre formation politique, parce que je ne pense pas qu'au sein de l'UPE également, ils fassent l'unanimité. Ce n'est pas évident. Et bon, maintenant, ils viendront dire après que non, qu'est-ce qu'il dit? Et on s'entend très bien, tout va bien. Mais dans les prochains jours, prochaines semaines, je parie qu'on verra bien, comme on dit, hein, le vrai visage de certains acteurs politiques. Parce qu'il y a certains parmi eux, vous les voyez, ils sont prêts à s'asseoir à côté de Joseph Djegbénou pour se faire passer pour ses amis fidèles, ses confidents, tout ça. Mais ce seraient les premiers à le désavouer. Je crois qu'il ne faut pas regarder Bertin Kaovi, la nature de l'homme. L'homme, on le connaît. Il est vacillant, il est versatile. Ça, on le sait. Il nous a démontré toutes les figures, en tout cas, tout ce qu'il est, toutes les qualités possibles. Que ce soit du bon ou du mauvais, il nous a démontré qui il est. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder dans tout ce qu'il dit là. Qu'est-ce qu'on peut prendre de positif? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et si on se concentre sur ça, je crois que ça va être à l'avantage du pouvoir en place, plutôt que d'envoyer des pics, des flèches, tous azimuts à Bertin Kaovi, de les désavouer, de les traiter au point de les présenter aujourd'hui comme un sympathisant et non un membre. Je pense véritablement que les gens ont besoin de mieux réfléchir pour corriger les imperfections des différentes réformes. Hugues-Hector Zogo, quel impact cette réalité pourrait avoir? Oui, l'impact, c'est déjà les questions de mésentente qui inéluctablement ne vont qu'affaiblir la mouvance présidentielle. Vous savez aujourd'hui que Bertin Kaovi soit dans une posture de militant du bloc républicain ou qu'il soit sympathisant, il faut pouvoir clarifier. Il faut clarifier. Moi, j'aime que de pareils scénarios se présentent pour permettre à ce qu'on puisse savoir quel est le rôle que chacun joue au sein de la République. S'il n'a jamais été militant, ça ne devrait pas poser un problème qu'on lui rappelle. Parce qu'il ne prendra pas la parole au nom d'un parti politique. S'il est juste un sympathisant, il faut qu'on lui rappelle qu'il est effectivement sympathisant d'un parti politique. Maintenant, en tant que sympathisant, il ne va pas prendre, comment je vais dire, les attributs d'un parti politique au rang du bloc républicain et lancer des invectives à l'endroit d'un ancien président de la Cour constitutionnelle. On va le laisser faire. Non, c'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas la personne de Joseph Djegbénou. Pour moi, c'est qui l'homme incarne ou qui l'homme a été. Ancien président de la Cour constitutionnelle, donc ancien président d'institution, il y a un minimum d'égards qu'on doit à l'endroit du professeur Joseph Djegbénou. Et mieux, au cours de cette communication, au cours de cette conférence, le professeur Joseph Djegbénou n'était pas sorti pour se justifier outre mesure. C'est des citoyens béninois qui ont cherché à comprendre un certain nombre de faits. Et je faisais partie de ceux-là qui ont cherché à comprendre beaucoup de choses. J'ai cherché, par exemple, à savoir si effectivement la question du certificat de conformité
dont on lui a attribué la paternité. Est-ce que le professeur Joseph Gyogbenu s'y retrouve? Parce que c'est lui qui nous a habitués à cette expression qui est devenue une expression que j'aime bien, la paix compromission. Il trouve que, en tant que Béninois, nous parlons effectivement de paix, mais qu'en réalité, cette paix-là n'est pas une paix profonde. C'est une paix de surface. Donc c'est une paix qui peut, à tout moment, nous rattraper avec ce qu'on connaît comme desiderata. Et donc, par conséquent, quand il se retrouve dans cette démarche-là, pour amener le citoyen béninois à poser des actes responsables, et que, de l'autre côté, on lui porte toute la responsabilité de ce qu'il est l'acteur principal qui est permis à ce que nous ayons ce qu'on appelle le certificat de conformité. Et vous connaissez les conséquences de cette disposition-là qui a été prise et qui est permis à ce que certains de nos compatriotes n'ont pas pu se rendre aux élections. On a même perdu des compatriotes pendant cette période-là. Et moi, j'ai cherché à comprendre. Qu'ils me disent en tant qu'ancien président d'institution ce qui s'est effectivement passé. Mais le professeur n'a pas manqué de donner sa position. Il s'est exprimé. J'ai trouvé que c'était assez responsable ce qu'il a pu dire. Parce qu'il dit, c'est une délibération de la Cour constitutionnelle. C'est une délibération des sages de la Cour constitutionnelle. Et la loi organique de la Cour constitutionnelle lui fait obligation de réserve. Qu'est-ce qu'il pouvait dire de mieux? Il ne pouvait pas dire mieux que ça. J'ai écouté le Jean-Baptiste Elias, le docteur Jean-Baptiste Elias, qui a rappelé les 27 ans de combat qu'il a eu à mener avec le professeur Joseph Gyogbenu. Il a rappelé à quel point tout ce qu'il y a eu comme, les 27 procès plutôt. Justement, que il a été déçu. Il est revenu déçu. Il a rappelé à quel point le professeur Joseph Gyogbenu et lui, dans la posture d'acteur de la société civile, travaillaient sur un certain nombre de dossiers, des dossiers de revendication, qui, pour eux, étaient la norme, mais qui n'a pas pu comprendre ce qui s'est passé. Joseph Gyogbenu, devenu donc acteur politique, qui change de posture. Et le professeur, dans sa réponse, a été, je trouve, responsable. Il dit, le personnage est le même. Et quand il dit que le personnage est le même, je me dis, soit ceux qui étaient avec le professeur Joseph Gyogbenu au niveau de la société civile ne le connaissaient vraiment pas. Est-ce que le personnage a été le même ou le poste aussi a impacté? Non, le personnage... Parce il était de la société civile. Oui. Aujourd'hui, il occupe un autre poste. Et puis, de son poste-là, il a des prérogatives. Donc, c'est normal qu'on ne puisse pas s'attendre. Et au-delà des prérogatives, il dit, l'acteur de la société civile se retrouve que dans des revendications. Mais le politique, il prend des décisions. Et il a demandé au docteur Jean-Baptiste Elias de le rejoindre désormais. Mais justement, est-ce qu'étant politique, oui, il faille prendre, pour avoir été de l'autre côté, des décisions qui n'avantagent pas le peuple? Vous savez, quand on parle... C'est heureux, hein, ce débat-là qu'on est en train de faire. Ça me fait mal que cette conférence-là n'a pas été plus accessible, je vais dire, à plusieurs compatriotes. Ça aurait été présenté en langue nationale, par exemple, qu'on aurait pu mieux apprécier l'impact. Parce que nous étions en train de parler de la bonne gouvernance et de son impact sur la vie du contribuable. Et le professeur, il a été extraordinaire dans sa présentation. Il présente une bouteille d'eau et dit, cette bouteille d'eau que vous voyez, il était en face de près de 300 concitoyens. Il dit, cette seule bouteille d'eau-là, le politique a le devoir, d'accord, de pouvoir le partager avec 300 personnes. Mais à un moment donné, c'est sûr que ça ne pourra pas suffire, les 300. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si nous prenons une bouteille d'eau sur ce plateau, que ce n'est pas évident
que nous puissions à 3 pouvoir partager cette bouteille d'eau et que ça puisse nous suffire. Donc, à un moment donné, vous avez forcément ce qu'on appelle le choix à pouvoir faire. Et donc, dans le choix, quand vous faites le choix vous contraint à faire de l'exclusion. C'est malgré vous. Vous avez par exemple l'intention d'être plus utile Justement, à votre communauté. Quand c'est malgré vous Oui. et que vous choisissez cela, vous êtes libre de choisir, de faire cette option. Puisque c'est la Donc République vous ne pourrez pas, Oui. au moment opportun, refuser l'analyse ou les critiques qui en découlent. Est-ce que le professeur Joseph Diogbenou aujourd'hui a refusé à quelqu'un de le critiquer? Depuis que Corvi est sorti, est-ce que vous avez vu le professeur Joseph Diogbenou sortir? Non. Le professeur Joseph Diogbenou, je ne le crois pas quand même au regard de la personnalité que je retrouve en face de moi, je ne le vois pas répondre à Corvi Bertin. C'est pas la première sortie du professeur Joseph Diogbenou. Suivez bien quand même tout ce qui a été dit sur sa personnalité. Mais je considère que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que le professeur Joseph Diogbenou pourrait se retrouver dans la posture de présidentiable qu'il faut l'attaquer de façon tous azimuts. Parce que c'est des cadres qui sont mieux respectés à l'international. C'est comme le professeur Joseph Joël Aïvo, que nous avons aujourd'hui en prison, et dont la place n'est en réalité pas en prison. En fait, nous avons une richesse, d'accord? Nous avons une richesse. Il peut arriver que cette richesse-là se retrouve à commettre des erreurs, à commettre des impairs au regard du poste qu'il occupe. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons pouvoir l'invectiver pour faire croire en réalité qu'il n'a jamais été ce qu'il a été. Je suis pour le fait qu'on fasse comprendre à l'intéressé, oui, telle ou telle chose, nous n'avions pas été d'accord avec vous. Quand vous prenez un peu les déclarations du docteur Jean-Baptiste Elias, il a rappelé 27 procès qui ont été gagnés. Mais à aucun moment, à tous ces procès-là, le professeur Joseph Diogbenou était présent. Mais à aucun moment, il n'a réclamé un centime au FONAC. Il l'a rappelé. Il a apprécié ça. Et c'est après avoir apprécié ça maintenant qu'il a pu rappeler également au professeur Joseph Diogbenou les points de discorde, les points sur lesquels il n'est pas d'accord avec lui. Justement, moi j'estime que pour ces personnes-là, le fait de connaître la réalité et de vivre la réalité pourrait l'aider dans ses prises de décision. Je vous souhaite sans aucun doute la grâce, je vous souhaite la grâce de pouvoir vous retrouver dans la posture d'un politique et pas n'importe lequel, un politique béninois pour mieux cerner ce dont je parle. Je n'en demande même pas autant. Roland Tonneikes, très rapidement, nous parlions de l'impact. Vous allez enlever très rapidement, parce que vous allez me permettre de développer. Allez-y, allez-y. Alors, je crois que véritablement, Joseph Diogbenou a un parcours assez intéressant, parcours académique. Il faut le respecter. Élogieux, oui. Il faut le respecter. Il a un parcours irréprochable, il faut le respecter. C'est un homme assez compétent qui a d'ailleurs démontré au peuple béninois ses compétences. Et quand on prend ses combats dans la société civile, oui, il a été assez impeccable, il faut l'apprécier. Mais sur le terrain politique, reconnaissons qu'à un moment donné, on a méconnu l'homme. Et dès lors qu'on méconnaît l'homme, on est en droit de lui poser des questions et de chercher à savoir est-ce que c'est le même personnage qu'on a connu à l'université, dans la société civile qu'on a vu en politique. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je continue de le dire, pour moi, il ne s'agit pas d'envoyer des pics à Joseph Diogbenou, mais quand même de lui dire que oui, vous avez un passif, que vous le vouliez ou pas, vous avez été membre d'un régime et les réformes opérées ont été décriées à un moment donné. Et les populations n'étaient pas d'accord. Sur la question du certificat de conformité, ça ne fait pas encore un mois. On a vu l'honorable Odin Latine monter au créneau.
et donner sa part dans cette affaire. C'est la semaine écoulée. Et quand on suit ce qu'on dit, ce que cet honorable a dit, on a tendance à comprendre que eux, députés, ils se dédouanent, eux, acteurs, ils se dédouanent, et qu'ils rejettent le tort sur la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, l'image que nous voyons, ce n'est pas les 6 autres sages. C'est Joseph Djogbeni que nous voyons. Quand il dit que c'est une délibération de la Cour, d'accord, mais nous avons connu un Joseph Djogbeni, acteur de la société civile, procès titulaire ou procès agrégé, je ne sais plus quel titre. Procès agrégé. Agrégé, voilà. On l'avons connu comme ça. Pourquoi est-ce que le procès agrégé n'a pas été capable de dire aux autres 6 sages, pour non, attention, ça, c'est pas bon. Dès lors que ça s'est passé et que nous avons eu de difficultés, c'est son passif. On ne peut pas aujourd'hui... Non, excusez, vous voulez dire? Moi, je pense véritablement que, j'ai rappelé tout à l'heure, nous avons eu un passé assez douloureux. Le chef de l'État a parlé de passé honteux jusqu'en 2016, mais de 2016, pour parler des élections 2019, 2020, 2021, nous avons eu un passé douloureux en termes d'élections à cause de certaines réformes. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Joseph Djogbeni, le professeur, avec tout le respect, nous propose pour qu'en 2026, qu'on ait les élections libres, transparentes et ouvertes en tant qu'acteur. Il n'est plus, non, à la non, Cour constitutionnelle. Il n'est plus président de la Cour constitutionnelle. Mais il est à la tête d'un parti politique. Attendez, il est à la tête d'un parti politique jusqu'à demain matin, en tout cas. Il est de la mouvance présidentielle. Il est dans l'appareil d'État. Même s'il n'a plus un titre officiel. Et tout à l'heure, vous avez bien dit qu'il faut lui donner du respect parce qu'il a un parcours. Ce parcours-là le suit encore. Et il est quand même l'un des proches du chef de l'État. Sauf si demain, on me dit qu'ils ne s'entendent plus. Donc, s'ils sont de la mouvance et que les réformes qui ont été opérées aujourd'hui, les gens continuent de dire que ça ne pourrait qu'arranger les partis de la mouvance, qu'est-ce que lui, Joseph Djogbeni, maître Joseph Djogbeni, professeur Joseph Djogbeni, propose pour qu'en 2026, nous ayons des élections libres, transparentes et inclusives. Qu'est-ce qu'il propose? Pour que les Béninois, le dernier Béninois, dans le dernier hameau du Bénin, se sentent concernés enfin par les élections et que le taux de participation soit relativement élevé. Donc je crois que, je dis une chose, je continue de dire, oublions Bertin Kovi. C'est un personnage versatile, nous le connaissons. Mais dans sa versatilité, quand même, il dit des choses assez concrètes qui, à un moment donné, ont arrangé la mouvance et ça a été applaudi. Donc, même s'il le dit, et je crois qu'aujourd'hui, c'est le problème que nous avons sous les tropiques. Quelqu'un qui est dans la mouvance et qui dit ce qu'il pense est automatiquement traité de, en tout cas, traître ou bien pour faire personne de mauvaise foi. Alors qu'en réalité, nous devons accepter les autocritiques en notre sein. Et j'ai dit, je l'ai dit, vous vous rappelez bien, lundi dernier, on évoquait le cas de Joseph Djogbeni et je disais clairement qu'à un moment donné, il lui reviendra de travailler sur son image. Même si c'est des Béninois qui l'ont interpellé de venir, pour lui ont dit de venir s'expliquer sur ce qui s'est passé, c'est une occasion en or pour lui, quand même, de se justifier. Parce que si je cherche des occasions pour parler à mes compatriotes et qu'après, finalement, on me donne l'occasion pour y venir faire confiance, c'est quand même l'occasion pour moi de m'expliquer, de me justifier. Et il en a trouvé l'occasion. Il en a fait. On ne va pas dire quand même que dans tout ce qu'il a dit, là, moi j'ai suivi quand même tout ce qu'il a dit. On ne va pas quand même dire qu'il n'a pas cherché à se justifier. Même si la démarche de départ n'était pas exactement ça. Je continue de dire la mouvance a l'obligation de se remettre en cause pour dire qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour rassurer davantage les Béninois. Il revient à ce que des gens comme Joseph Djogbeni, autour du chef de l'État, disent au chef de l'État, ah oui, nous avons fait notre temps, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Et après, parce que le problème qui se pose, Patrice Talon aura son bilan quand il va finir. On va lui attribuer les gens vont lui attribuer ce qu'ils ont envie de lui attribuer. Mais écoutez, Théodore Hollo est parti depuis la Cour constitutionnelle. Hein. Mais aussi longtemps que nous allons vivre, sauf si nos enfants oublient, on va se rappeler de 39 ans plus 1. Personne d'autre, on ne peut pas oublier ça. On se rappellera de ça, 39 ans plus 1. Donc c'est de la même manière que aussi longtemps que nous allons vivre là, on se rappellera de cette certificat de conformité et on se rappellera de lui, Joseph Djogbeni. Maintenant, s'il arrive à corriger, moi je n'ai rien contre lui, je le respecte. C'est un cadre, je respecte son parcours. Mais je pense que sur le terrain politique, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Voilà.
nous allons poursuivre, aborder un second sujet avant de mettre un terme à l'analyse de ce matin. Nous retrouvons le quotidien indépendant. L'indépendant qui reste dans la... qui parle toujours politique, élection présidentielle de 2026. Patrice Talon et les confessions religieuses s'engagent pour un scrutin réussi. Et là, nous allons transformer cette affirmation en une interrogation. Sur ce plateau, Hugues-Hector Sogo. Vous savez, le Bénin est un État formidable. Le Bénin, c'est un État qui va toujours surprendre parce que nous avons quelque chose... Positivement, vous voulez dire? Positivement. Allez-y. Surtout en ce qui concerne l'organisation des élections. Nous sommes un peuple extraordinaire. Et je me permets de dire que le Bénin a une âme. Ce qui fait que, peu importe votre suprématie, peu importe tout ce que vous aviez comme stratagème à vouloir mettre en place, à un moment précis, l'âme du pays vous recommande ce que vous devez faire. Et je crois, ma foi, que c'est ce qui est en train d'être dessiné progressivement. Parce que le chef de l'État a pu rencontrer jeudi dernier le cadre de concertation des organisations religieuses. Vous avez les imams, vous avez la conférence épiscopale, vous avez les protestants, vous avez les célestes. Je m'excuse si j'en ai oublié. Mais de toutes les façons, ce sont toutes les confessions religieuses. Et quand vous faites un retour en arrière, il y a peut-être exactement 1 an, à pareil moment, vous vous rendez compte que ce à quoi on a assisté, c'est à de la tension. De la tension entre les confessions religieuses, même si ce n'est pas une guerre ouverte, on a quand même pu sentir de la tension, de l'incompréhension entre responsables religieux, ce qui a fait que certains ont pris parti. Nous avons eu le cas des protestants. Je ne voudrais quand même pas, stigmatiser. Mais je sais. Mais c'est une réalité, ça s'est passé au vu et au sud de tous les Béninois. Et puisque ce n'est pas de très bonnes notes, à quoi bon rappeler? Allez-y. Je me rends compte que certains se sont plus rapprochés de la mouvance présidentielle et donc du chef de l'État, même faire des déclarations pour le soutenir. Et à l'opposé, il y en a qui se sont retrouvés à revendiquer un certain nombre de choses que partagent les citoyens lambda, comme on le dit. Que tous ces acteurs se remettent aujourd'hui ensemble, se déplacent pour aller rencontrer le chef de l'État, discuter des élections générales de 2026, pour moi je dis bravo le Bénin. Bravo le Bénin, bravo à tous les acteurs qui ont travaillé. Est-ce leur prérogative? Oui, c'est leur prérogative. C'est leur prérogative. Nous sommes certes dans un État laïque, mais il ne faut pas oublier l'influence des responsables religieux de notre pays. Partons déjà de ce qui nous a permis de connaître effectivement la paix. Depuis 1990, la conférence nationale, ça a été l'œuvre, pour la plupart de ces 10 jours que nous avions connus, des responsables religieux. C'est vrai qu'on l'attribue, la réussite, en priorité au général Mathieu Kérékou, à Monseigneur Isidore de Souza, au cardinal Ganti, mais il y a aussi d'autres confessions religieuses dont les responsables, en sourdine, en coulisses, travaillaient pour que la paix puisse revenir dans notre pays. Et donc,
après avoir fait tout ça en 90, et après avoir travaillé chaque année à la conscience collective de leurs fidèles, à ce qu'on continue de préserver l'environnement de paix, ils n'ont pas à faire autre chose que de demander au gouvernement actuel de rester dans la même dynamique. Parce que dès qu'il y a guerre, il y a quelle église ouverte? Il y a quelle chapelle ouverte? Il y a quel culte qui peut s'organiser? Et donc, chacun se retrouvera à pouvoir vivre cette peine-là. Et on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Moi, je suis très heureux que le chef de l'État aujourd'hui ait pu rencontrer ces différents responsables. Et quand il les a rencontrés, la formule qu'il a trouvée, je trouve que c'est une très bonne formule. Le chef de l'État qui leur demande de se retrouver en leur sein, de lui faire des propositions concrètes par rapport à comment est-ce qu'ils peuvent accompagner l'État dans la réussite des élections générales de 2026. C'est extraordinaire. Il y a quelques semaines peut-être en arrière, si on vous signifiait que pareille rencontre pourrait avoir lieu entre le chef de l'État et ses responsables de nos confessions religieuses, vous allez peut-être vous retrouver un peu sceptique. Mais désormais, c'est effectif. Nous allons accorder du crédit à cette rencontre-là qui a été organisée, qui s'est tenue, et nous allons demander à ce que tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, tirent sur les ficelles, parce que en de pareilles circonstances, il y a toujours des brebis galeuses tapies dans l'ombre qui veulent tirer les ficelles, dire au chef, attention, si vous y allez de cette manière-là, ils vont nous ravir la vedette, ils seront les premiers acteurs incontournables demain de la réussite, donc ne leur permettez pas. C'est des langages politiques que nous connaissons et qui se dévoilent, que le chef de l'État ne tombe pas dans ce piège, dans ces travers-là, du moment où lui-même, il a compris qu'à de pareilles circonstances, quand on doit pouvoir remettre le pouvoir, retourner le pouvoir au peuple, il faut bien faire les choses, puisqu'il a déjà annoncé, il faut désormais que chaque acte qu'il pose soit des actes qui permettent à chaque concitoyen béninois de se dire « Oui, Patrice Talon a été l'homme des réformes. Oui, il portait une vision, il portait une ambition pour son pays. Il a pu faire ce qu'il a pu réaliser à la date d'aujourd'hui. Désormais, il a compris qu'il n'a plus suffisamment de temps. Il faut qu'il passe le témoin à un autre compatriote. Et pour partir, il est en train de retravailler pour laisser le pays dans un état de paix comme il a obtenu. Moi, c'est mon souhait et je crois qu'on va pouvoir arriver à relever ce défi-là. Et c'est ensemble que ça va se faire. Roland Toneikes. Oui, ce qui m'intéresse ici, c'est le verbe s'engager. En tout cas, le verbe pronominal, s'engager. Donc, le chef de l'État, Patrice Talon, et les confessions religieuses s'engagent. Je crois que c'est assez fort. Assez fort parce que, oui, le chef de l'État l'a dit, quand on a la faim, on a envie de bien faire les choses. Donc, il faut bien faire les choses. J'aurais aimé qu'on dise, le Patrice Talon et les confessions religieuses s'engagent pour un scrutin transparent, libre et inclusif. Je voudrais quand même qu'on apporte cette précision parce que le monde entier a les yeux rivés sur le Bénin. Le monde entier attend de voir ce qui va se passer au Bénin en 2026. Et il nous revient à chacun de nous. Le chef de l'État, le premier magistrat, le premier citoyen, les confessions religieuses, les acteurs à divers niveaux, nous, journalistes, nos parents dans les hameaux, les points les plus reculés du Bénin, chacun de nous, nous avons notre responsabilité en la matière pour un scrutin réussi, transparent, libre et inclusif. Et je crois que oui, et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'étais contre le fait que certains leaders religieux se retrouvent en politique. Parce que quand ça ne va pas en politique,
c'est vers le leader religieux qu'on se tourne pour avoir des conseils et qui doit départager, ou bien quand même qui doit calmer. Et à un moment donné, on a pu voir des leaders qui étaient quand même pas des moindres, sauter pieds joints en politique. Et c'était une menace quand même pour nous, parce que j'estime qu'à un moment donné, dès lors qu'ils sont en politique et qu'ils ont une coloration politique, ils ne sont plus des gens sur qui on peut compter. Ils deviennent juges et partis à la fois, et ce n'est pas bon pour le vivre ensemble. Donc, ces leaders religieux à tous les niveaux, que ce soit les protestants, les musulmans, les catholiques, les évangéliques, nos parents de la tradition et autres, chacun à ce qui les concerne doit pouvoir comprendre que dans son sanctuaire, dans son église, dans son couvent, il doit travailler pour la paix, passer des messages de paix et rappeler chaque fois, avoir le courage de rappeler aux acteurs politiques la nécessité de travailler à préserver la paix chèrement acquise à la conférence des forces vives de la nation. Et c'est de ça que nous avons besoin. J'estime que quand on me dit qu'ils se sont engagés, je veux bien croire que c'est s'engager dans le vrai et que nous allons pouvoir compter sur les uns et les autres, nous-mêmes y compris, hein, parce que nous devons quand même revoir le discours chaque fois, avoir des discours qui ne mettent pas à mal le vivre ensemble, qui ne soient pas des discours de pyromanes, faire en sorte que dès lors qu'il y a peut-être dérapage quelque part, qu'on trouve le mot juste pour rappeler les gens la raison, avoir le courage de leur dire ça ce n'est pas bon, que les gens comprennent que c'est de ça que nous avons. Les Béninois, on a connu les situations un peu partout autour du Bénin, et même au Bénin quand même de 2019 à 2020, on a vu les situations malheureuses des élections, que plus jamais cela n'arrive au Bénin. C'est le souhait de tous les Béninois, et ça doit être le souhait du chef de l'État, et en tout cas, ça doit être une contrainte pour le chef de l'État et les acteurs de la société civile, pour les acteurs politiques et pour les confessions religieuses. Travaillons pour cela. Une question me vient à l'esprit. Cette rencontre, c'est vrai, nous connaissons l'objectif, mais n'est-ce pas une sorte de campagne déguisée? Parce que nous savons que ces hommes religieux drainent quand même assez de monde. Non, vous savez, nos responsables religieux ne se retrouveraient pas dans ces... C'est juste une question. Oui, j'essaie de répondre aussi. Ne se retrouveraient pas dans ces pièges. Et au sein de nos communautés religieuses aussi, c'est des hommes qui sont là. Et c'est des hommes réfléchis. C'est des hommes qui ont des têtes bien faites et qui ne se laissent pas aussi berner peut-être par le premier dirigeant. Au sein de nos confessions religieuses, il y a aussi ce qu'on appelle les échanges citoyens. Et donc, je ne pense pas que cette sortie soit dans une démarche de campagne, mais plutôt que c'est une sortie qui va permettre à notre pays de continuer par travailler à maintenir la paix et que, à l'issue, déjà, c'est sûr que des responsables politiques auraient commencé par recevoir leur premier responsable religieux pour dire, écoute, je t'ai entendu dire telle chose la dernière fois, au nom du vivre ensemble, attention, nous sommes en train d'aller vers une période assez sensible, c'est vrai ce que tu dis, mais il faut faire très attention par rapport au choix des mots. Oui, Roland, je ne dirais pas totalement que vous avez tort de poser la question, sauf que oui, c'est vrai. En fait, on a eu affaire à des leaders religieux, dans bien des cas, depuis quelques années, qui ont eu des comportements qui, à la limite, découragent. Et donc, parfois, le dernier, vous menez peut-être une réflexion du Béninois qui a pu observer ces derniers temps ce qui se passe du côté des leaders religieux. Mais je veux bien croire, et avec tout le respect possible, je veux bien croire que nous ne sommes pas dans cette dynamique. C'est vrai que le chef de l'État, quand même,
à un moment donné, il est le chef et quand il appelle les religieux, il s'entend avec eux. À un moment donné, des gens rêvaient peut-être de cette occasion d'être proches de lui ou pas. Mais je veux bien croire que cette rencontre-là, c'est quand même pour l'intérêt général. Je ne doute pas un seul instant. Il reviendra maintenant aux acteurs politiques, pardon, aux leaders religieux et aux chefs de l'État de nous démontrer dans les prochaines semaines, les prochains mois, que cette rencontre n'était pas une rencontre de face, mais qu'en réalité, c'était quand même une vraie rencontre pour l'intérêt général. Et je continue de croire jusqu'au moment où peut-être ils décideront eux-mêmes de nous décevoir. Voilà, merci Hugues Hector Zogo, merci Roland. C'est moi. Tonné Nkes.